Il y a eu un printemps arabe en Tunisie, en Égypte, pas réellement au Maroc. Est-ce que cela veut dire, Monsieur Benkiran, qu'il y a une exception marocaine en la matière? Écoutez, au Maroc, nous ressemblons à nos pays frères et amis, qui sont les pays qui sont sur notre Orient et qui font partie du Maghreb arabe aussi. Mais en même temps, nous avons toujours eu une particularité qui dure maintenant depuis plus de 12 siècles. Nous sommes un État indépendant qui vit les phénomènes qui arrivent de l'Orient et aussi de l'Occident à sa façon. Quelque part, on les marocanise. Eh bien voilà, ce qui s'est passé, pour essayer de ne pas d'être bref, dans les pays comme la Tunisie ou l'Égypte, pour ne pas citer la Syrie, c'est qu'on avait des pouvoirs qui avaient tout pris, qui avaient pris la fortune, qui avaient empêché l'exercice des libertés et donné la possibilité aux gens de vivre selon les droits de l'homme, etc. Et c'était différent au Maroc? C'était différent. C'était pas complètement différent, mais c'était différent. Il y avait beaucoup de critiques. Je sais. Donc, concernant la fortune, concernant les droits de l'homme, concernant les libertés, nos réformes, on les a commencées une vingtaine d'années avant. Mais aussi, on avait des difficultés. Il y avait la corruption, il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, la rue, elle est descendue, mais pas d'une façon massive comme ça s'est passé dans les autres pays. Et aussi, et notre exception, on la doit aussi et surtout à notre monarchie, qui est une monarchie qui essaie de jouer le rôle d'abord de l'arbitrage, avant de jouer le rôle de l'autorité, carrément comme ça se faisait en Tunisie ou comme ça se faisait en Égypte. Et c'est pour cela que Sa Majesté, je ne l'ai pas vu sur votre documentaire, Sa Majesté, la première réaction qu'il a eue au mouvement du 20 février, c'était le 9 mars. C'était pas 20 jours, c'était pas encore 20 jours. Et c'est ce grand discours du 9 mars qui est le plus important, qui a donné la dynamique, comme quoi on répond à la demande de la rue de faire des réformes. Et aussi, grâce à Dieu, le peuple n'est pas descendu d'une façon massive et n'a pas demandé le changement du régime. C'est ça le plus important. Monsieur Benkiran, justement, à travers cet exemple-là aussi, je voudrais revenir un peu sur les relations avec le palais. Comment ça se passe entre vous, le chef de gouvernement, et le palais et le roi? Comment en fait les choses sont tranchées? Comment les décisions sont-elles prises? Avez-vous toutes les libertés de manœuvre pour gérer le pays aujourd'hui? Ou est-ce que vous n'aimez pas le terme cohabitation, je crois? Mais comment vous définiriez-vous ces relations? Il est faux. Nos amis français devraient comprendre une chose. Nous ne sommes pas des Français, nous sommes des Marocains. C'est vrai que la cohabitation, c'est un mot français. Oui, voilà, il n'y a pas de cohabitation. Non, mais c'est lui le patron, c'est lui le chef. Comment ça se passe entre nous? Je vais vous dire une chose. Sa Majesté, je ne la connaissais pas personnellement, avant d'être nommé. Je lui ai adressé la parole, on a échangé des termes entre nous pour la première fois quand il m'a nommé. Depuis le temps, j'ai découvert quelqu'un de formidable, de très gentil, qui aime son pays, qui aime son peuple, d'une façon directe. Bon, c'est pas toujours évident, je vous le cache pas. Parfois, en général, ça se passe très bien, ça se passe très très bien. Mais parfois, bon, on n'est pas d'accord. Mais quand je ne suis pas d'accord, et que j'ai un peu d'espace, c'est son ordre qui passe d'abord et avant tout, c'est comme ça. Mais vous n'êtes pas d'accord pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même philosophie politique? Il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, ça nous arrive. Comme par exemple? Non, je ne vais pas vous dire, écoutez, c'est entre moi et Sa Majesté. Bon, mais quand je ne suis pas d'accord, je révise les choses avec Sa Majesté, avec la politesse due à un roi, parce que c'est notre roi, ce n'est pas un président qu'on a voté, qu'on peut critiquer, etc. C'est notre roi, c'est le symbole de notre pays, et il n'y a rien à faire. Hein. Et puis moi, et c'est en plus dans ma nature. Dans ma nature, si les Marocains veulent un chef de gouvernement qui rentre en litige avec le roi, qu'ils aillent chercher un autre. Moi, ça ne marche pas avec moi. Moi, si jamais ça ne marche pas avec Sa Majesté, je m'en vais moi-même, tout simplement. Donc, pour moi, c'est d'abord la politique, elle est d'abord gérée dans le cadre de... Maintenant, concernant mes prérogatives, je peux vous dire une chose. J'ai nommé jusqu'à aujourd'hui, en concertation avec le gouvernement, bien sûr, en délibération dans le gouvernement,
plus d'une centaine de personnes. Jamais personne ne m'a téléphoné pour me dire non mais celui-ci ou non mais celui-là. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, parfois c'est des moments difficiles, mais en général ça marche. Alors maintenant, je peux vous dire une chose, Sa Majesté insiste pour que, pour que la Constitution soit toujours respectée. Ça, Après le printemps arabe, des nouveaux gouvernements islamistes sont arrivés au pouvoir en Égypte, en Tunisie et vous-même, d'ailleurs au Maroc. Je crois que vous n'êtes pas membre des Frères musulmans, mais vous allez peut-être nous le confirmer. Mais êtes-vous différent déjà des autres gouvernements islamistes et étiez-vous préparé à l'exercice du pouvoir? Je vais vous dire, nous ne sommes pas des Frères musulmans, mais je ne cache pas que l'école qui a constitué le départ de notre façon de réfléchir et de nos lectures, etc., ça a été cette pensée-là, cette école de pensée ou cette pensée d'école. Voilà, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, etc. Mais nous avons évolué tout seuls. On n'a jamais été branchés avec les frères musulmans. Donc nous avons évolué d'une façon qui nous a permis d'être différents. De toutes les façons, le Maroc n'aurait jamais accepté qu'il y ait dans ce pays les frères musulmans. C'est un pays qui a toujours été jaloux de sa particularité. Et ça fait plus de 12 siècles qu'il est indépendant de l'Orient. Nous avons notre façon de voir notre religion. Excusez-moi, le Maroc, quand vous dites le Maroc, c'est les autorités marocaines ou c'est le peuple marocain? Non, c'est le système tout entier, le peuple, les autorités, tout ça. Ça ressemble les uns aux autres. Et donc nous sommes différents. Et c'est pour cela que nous avons été différents durant l'histoire. C'est pour cela que nous continuons à rester encore différents. Nous sommes très jaloux de cette différence. Mais vous étiez préparé? Sans vouloir dire du mal des autres. Hein. Bien sûr. Je voudrais poser une question sur le Maroc et la guerre au Mali. Le Maroc a soutenu l'intervention française dès le début. Le Maroc a même autorisé le survol de son territoire par l'aviation française. Est-ce que 6 semaines après cette intervention, le Maroc soutient toujours l'intervention française? Je vais vous dire, Sa Majesté m'a chargé de lire un texte devant les chefs des États islamiques. C'était pour saluer, entre autres, pour saluer l'action tranchée de la France. Il ne faut pas se tromper. On ne va pas revenir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ce monde? On va revenir à une pagaille. On va permettre au pays d'être divisé en deux ou d'avoir de la prise du pouvoir par la force. C'est fini tout ça. Nous sommes dans un monde qui doit avancer. On ne peut pas reculer. Je suis désolé. Notre position, elle a été tranchée. Elle continue à être la même position. Et je dois le reconnaître, la France a eu le courage. Il y a aussi autre chose que je devrais dire. Si jamais les pays riverains, et disons-le clairement, et africains et islamiques qui sont autour du Mali avaient fait leur devoir, on n'aurait pas eu besoin de l'intervention. Vous parlez de l'Algérie, là? Je parle de l'Algérie, du Maroc. Des pays de la CEDEAO. Nous on n'a pas de tous les pays qui sont aux alentours, parce que c'est. Vous voulez dire que ça vous concerne aussi? Ça nous concerne d'abord. Ça nous concerne d'abord. Donc la réalité, c'est ça. Mais quand on parle de notre partie géographique, vous avez l'Algérie qui refuse que le Maroc intervienne, je ne sais plus trop quoi, etc. Bon, je veux pas. Mais la réalité, c'est ça. C'est d'abord notre responsabilité. On a parlé tout à l'heure dans le sujet que vous avez vu du mouvement du 20 février, de ce mouvement de contestation qui a eu. Qui a connu donc son paroxysme en début 2011. Ils avaient essentiellement des revendications politiques, aussi des revendications en matière de droits de l'homme. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ce mouvement du 20 février s'est essoufflé, est devenu marginal dans la société marocaine? Je vais vous dire, quand j'ai été nommé, il y avait un grand problème. Comment on va faire avec le 20 février? Eh bien, le 20 février a décidé d'arrêter de lui-même. Quand il a vu comment les élections se sont passées, quand il a vu quel est l'effet sur la rue et sur la population, l'aise qui lui rentrait quand il a su que les résultats ont été respectés, il a décidé d'arrêter ses sorties, etc. Bon, maintenant, le mouvement du 20 février ne peut pas devenir marginal ou pas marginal, parce que ce n'est pas un mouvement organisé, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement de société. Je considère que si on avance dans nos réformes, elles sont nécessaires, et si on améliore la situation, et beaucoup de choses ont déjà été faites jusqu'à maintenant, je crois que le 20 février se transformera
ont tendance à conforter la scène politique marocaine. Les uns vont aller vers les partis de gauche, les autres vers les partis de référentiel islamique, les autres vers les conservateurs, etc. Mais si on ne réussit pas nos réformes, on ne réussit pas ce qu'on doit faire, là, c'est autre chose. Mais M. Benkiran, pourquoi dans ces conditions, ce que vous venez de décrire, des dizaines de militants du mouvement du 20 février se trouvent en prison, parfois condamnés avec des peines très lourdes? Je vais vous dire. Je ne pense pas, Madame Isabelle, vous m'avez déjà posé la question, qu'il y a un seul jeune févriiste qui est là parce qu'il appartient au 20 février. Ce n'est pas ce que disent les organisations des droits de l'homme. Écoutez, ce que je vous dis, c'est les informations que j'ai. Bon, maintenant, pour quelles raisons ils sont là-bas, comment ils ont été pris, etc. Est-ce que vous pouvez affirmer que c'est parce que l'un d'entre eux avait dans sa poche un truc de cannabis ou parce qu'il fait partie du 20 février? Il n'y a que la justice et elle est absolument souveraine. Elle est absolument souveraine, vous le savez très bien, pour juger de ça. Donc, je suis en train de vous répéter les paroles de notre ministre de la Justice. Mais vous savez, qui est un ancien militant des droits de l'homme et qui continue à être un militant des droits de l'homme. Mais monsieur Benkiran, on peut arrêter, d'autres régimes le font, hein, je ne dis pas que ça se passe ici. Oui, c'est possible. On peut arrêter des militants politiques pour des motifs de droit commun. Oui, je sais que c'est possible. Je sais que ça doit se faire un peu partout dans le monde, mais moi, comment voulez-vous que je puisse juger? C'est ça la question. Donc pour moi, en tant que chef du gouvernement, ce sont des gens qui ont été pris par les services. Je ne vais pas aller pour faire l'enquête moi-même. Si vous voulez que je le fasse, je le ferai. Mais il faudrait que j'aille faire l'enquête moi-même. Bien sûr qu'on a des doutes parfois. Quand on entend quelqu'un qui est en train de chanter quelques chants qui dépassent un peu les limites, après on a des doutes. Mais qui va trancher ces doutes? Ou on a confiance dans notre justice, ou on n'a pas confiance dans notre justice. Notre peuple a confiance dans notre monarchie, a confiance dans nos élections, a confiance dans notre justice. Ça marche comme ça. Est-ce que vous voulez que je vous dise que nous sommes parfaits? Nous ne sommes pas parfaits. Non, mais personne n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes en train d'évoluer. C'est très important. Nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, je crois que ce dialogue qui est en train de se passer, il y a 5 ans, il n'était même pas imaginable. Aujourd'hui, on le fait. Le 20 février descend encore dans la rue. Personne n'empêche les gens de descendre. Je voudrais juste sur la question des prisons. Il y a un comité de l'ONU qui estime que la pratique de la torture n'est plus systématique au Maroc, mais qu'elle est encore récurrente. Est-ce que vous êtes... La torture? Oui, qu'il y a encore aujourd'hui des pratiques de torture. Dans les prisons au Maroc. Non, attention. Les prisons, ça n'a aucune relation avec les services de sécurité. Parfois, dans les prisons, je sais qu'il y a des exactions, mais c'est pour maintenir l'ordre. Parce que vous savez, en prison, ce n'est jamais facile. Je ne sais pas si vous y avez déjà été, moi j'y ai été. Non, bon, heureusement pour vous, c'est pas la peine de le faire. Donc en prison, parfois, je crois qu'il y a des problèmes de discipline, etc. Et comment ça se passe, je ne peux pas aussi vous assurer. Bien sûr, le chef du service, il me suit, c'est-à-dire il me rend compte, il me dit qu'il n'y a rien de tout ça. Mais je suppose que ça ne doit pas être évident de maintenir des milliers de personnes dans des conditions qui ne sont pas très favorables. Ils ne sont pas accueillis dans des 5 étoiles, c'est clair. Bon. Maintenant, la torture, avant le passage devant les tribunaux, ça existait au Maroc. Oui. Moi, je l'ai subi 2 fois. Mais ça date de 40 ans, de 30 ans. Et ça, c'est fini, ça. Et ça, c'est fini. C'est fini. D'accord. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer que c'est fini à 100%, qu'un jour ou l'autre, quelqu'un ne recevra pas une gifle, mais... officiellement, pour moi, pour nos services, pour ce que me dit notre ministre de la Justice, qui joue absolument de ma confiance, c'est fini tout ça. Quelle place accordez-vous à la femme dans votre politique, M. Benkiran? Parce qu'il y a une seule femme au gouvernement. Je suis désolé, Madame Isabelle. Bon, précisons d'abord que cette femme, elle appartient à un autre parti. Bon. 1 sur 30. Puisque vous parlez de ma politique, moi, ma politique ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Moi, j'ai pas de problème. Moi, si j'avais demain un gouvernement de femmes, à majorité femmes ou entier en femmes, ça ne me dérange pas. Mais ce que les Européens doivent comprendre, c'est qu'ils ont fait, eux, en 2 siècles, ils veulent qu'on le fasse en 2 ans ou en 3 ans. Il faut qu'ils prennent leur patience. Parce que sinon, on va être obligé demain de dire, tiens, on tire les femmes par les cheveux, on les place
dans le gouvernement. Il ne faut pas faire ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train, avec la loi, aider à ce que les femmes s'intègrent mieux dans les partis. Parce que les conditions difficiles politiques qu'on a vécues dans les années 60 et 70, etc., ont empêché que la bonne intégration de la femme à la vie politique. Elle est en train de se faire aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Dans notre Conseil national, dans notre parti, il y a 40% de femmes aujourd'hui. Donc c'est une différence, c'est un paysage qui est en train de se transformer petit à petit. Et si vous avez aujourd'hui 67 femmes dans le Parlement marocain, 60 sont venues par le quota. Et 7 sont venus par le suffrage direct. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller doucement, permettre aux partis et là, il y aura une intégration de la femme qui sans doute, il y a beaucoup de femmes qui sont très capables, mais en démocratie il ne suffit pas d'être capable, il faut aussi être reconnu. Il faut être reconnu par votre parti, il faut être reconnu par la population, il faut être voté en démocratie. Et Mme Bassima Haqaoui est venue par le vote, elle a été nommée. Elle a été nommée ministre par Sa Majesté, mais elle a été proposée par un vote. Ce n'est pas moi qui l'ai désignée, c'est le vote dans le parti à travers toute une procédure, etc. C'est votre démocratie, vous nous l'avez apprise, elle est lourde, elle est comme ça, mais il faut attendre un peu. Je voudrais revenir, parce qu'on a abordé très rapidement sur les relations entre l'Algérie, c'est très important, et le Maroc. Les frontières entre vos deux pays sont toujours fermées au jour d'aujourd'hui. Du côté algérien. Oui. De notre côté, c'est ouvert. Pour vous, quelles seraient les conditions d'une réouverture totale de ces frontières ? Écoutez, je vais vous dire, je ne peux pas vous citer qu'est-ce que représente le peuple algérien pour le peuple marocain et vice-versa. Ouais. Nous sommes le même peuple. Ouais. Nous sommes le même peuple, nous sommes la même souche. Nous avons la même langue, nous avons la même religion, c'est-à-dire nous et les Égyptiens, nous sommes des frères, mais les Algériens, je suis en train de le répéter, c'est un terme que j'ai pris chez vous, nous sommes la même souche. Malheureusement, cette affaire du Sahara qui est une ancienne affaire qui appartient à une ancienne logique qui est en train d'envenimer nos relations. Eh ben, le jour où nos frères algériens voudront, et j'espère qu'ils le feront le plus tôt possible, ces frontières vont s'ouvrir. Bien sûr qu'il y aura des choses qui sont économiques, mais c'est pas seulement ça. Oui, parce que ça il y a une rupture sociale. Je ne sais pas si vous le sentez ou vous ne le sentez pas, mais si vous avez un frère de l'autre côté, si vous avez un beau-frère de l'autre côté, si vous avez de la famille de l'autre côté, et nous c'est comme ça entre nous et les Algériens. Ça coûte très cher à l'économie marocaine, parce que vos deux économies pourraient être très complémentaires. Vous êtes en train de prêcher un convaincu. Sa Majesté a déjà décidé d'ouvrir les frontières de notre côté. Nous sommes en train d'attendre ce geste et il n'y a que Dieu qui peut le convaincre. On l'implore pour qu'il le fasse. Monsieur Benkiran le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault était au Maroc en décembre dernier. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, il était ici, bien sûr. Le président François Hollande, parce que vous me regardez. Il va venir. Non, vous m'avez rappelé de bons souvenirs, parce que je ne connaissais pas. Le président François Hollande sera chez vous probablement au mois de mars ou en avril, je ne sais pas encore, la date n'a pas encore été fixée. Alors, on parle de partenariat d'exception entre la France et le Maroc. C'est un partenariat d'exception, aussi bien politique qu'économique ? Mais écoutez, je ne sais pas, mais je crois que ça c'est classique. Tout le monde le sait dans les connaissances politiques banales qu'entre le Maroc et la France, c'est des relations très très particulières. D'ailleurs, moi, quand j'ai été nommé, il y avait un peu de suspicion. L'ambassadeur de France est venu me voir et je lui ai dit, mais non, il n'était pas inquiet. On se connaissait avant, mais il est venu s'assurer. Je lui ai dit, mais écoutez, les relations entre le Maroc et la France sont très bonnes. On va continuer. Pourquoi vous voulez qu'elles changent ? Elle m'a dit, elles ne vont pas changer. Je lui ai dit, non, au contraire. Je ne sais pas. Mais je pourrais prétendre qu'aujourd'hui, elles sont encore plus bonnes qu'avant. Je ne sais pas. Mais alors, est-ce que ça va jusqu'à, par exemple, ça fait débat dans votre pays, le fait que, par exemple, Alstom ait obtenu la construction d'une ligne de train à grande vitesse dans votre pays. Certains disent, au lieu de faire ça, on aurait mieux fait de construire des écoles, des hôpitaux. Et Alstom a eu ça très facilement. Est-ce que c'est interdit de réfléchir différemment ? Non, mais moi je vous pose la question. Voilà, il y a des gens qui posent des questions. Ça, c'est, je vais vous dire, ça, encore une fois, ça, c'est une décision qui s'est passée. Non, mais vous qui êtes sensible aux sujets sociaux, est-ce que quand même ça ne vous interpelle pas ? Écoutez. Dans un pays, il n'y a pas que le social. Il y a le social, il y a le stratégique, il y a la défense, il y a un tas de choses. Et c'est pour cela que si vous ne trouvez pas la bonne raison quelque part, allez la chercher autre part. Nous sommes un pays qui essaie
de se défendre et d'être à l'aise en même temps. Donc il n'est pas question qu'il court seulement derrière le fait de se mettre à l'aise seulement sans pouvoir se défendre. Nous sommes les amis de la France. La France est un pays ami du Maroc. Elle l'a prouvé. Elle ne cesse de le prouver sur des choses qui sont difficiles, comme par exemple l'affaire du Sahara. Elle a une position raisonnable, qui va dans le bon sens, qui est réalisable. Et donc, ceci étant, ça pourrait expliquer peut-être des choses qu'il arrive à certains gens de trouver difficile de comprendre. C'est le TGV contre la position française de soutien? Non, il ne faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Le TGV aussi. Écoutez, vous ne voudriez jamais que le Maroc ait aussi son TGV?